que les gens retrouvent la paix, le travail, la créativité, qu'ils retrouvent le rire, ça, qu'ils retrouvent l'envie d'exister, le futur, c'est ça justement, avec de l'espoir devant. Et que les Algériens aussi trouvent des points d'unité, qu'ils s'unissent, parce qu'on est divisé, on le sait, on n'en parle pas, c'est un tabou, mais que les Algériens fassent leurs efforts pour qu'ils deviennent un vrai pays uni, et dans la différence. Qu'est-ce que m'évoque le 20 avril 80? Avant de répondre à cette question, je m'incline devant la mémoire de tous nos compagnons qui nous ont quittés, avec qui on a commencé le combat, qui n'est pas encore fini. Et tout d'abord, je souhaite préciser une chose, c'est que je n'ai aucun goût à jouer à l'ancien combattant, et que le fait d'avoir milité dans le MCB dès sa naissance ne confère pas de privilèges, mais seulement des devoirs, parmi lesquels le devoir de vérité et le devoir de mémoire, selon l'expression du philosophe Primo Levi, philosophe italien. Donc en avril 80, j'étais dans mon village, à Farhounen, dans les communes de Farhounen, et j'aimerais par rapport à ça dire qu'il y avait une certaine tradition dans cette commune, parce qu'à partir de 78, on avait installé des cercles politiques dont le programme était tourné autour de enseignement du berbère, sur la base de la grammaire de Mouloud Mamri, donc débat politique, lecture collective, ce qui a fait que ce travail-là dans les cercles nous a permis, à un certain nombre d'entre nous, d'être armés politiquement, formés politiquement, et on avait acquis aussi le sens de l'organisation, qui nous a permis justement, lors de l'éclatement de ces événements, d'être prêts et de réussir une mobilisation extraordinaire. Et de ce fait, l'expérience que j'ai vécue à Farhoun pendant cette période est exaltante et formidable. Parce qu'on est arrivé très rapidement, on est arrivé à mettre sur pied des comités dans beaucoup de villages et une coordination de ces villages, une coordination communale qui était donc chargée de faire le lien avec notamment l'université et le lycée de Aïl Hammam. Donc de ce fait, on est arrivé à organiser des démarches, des grèves, et nous avons eu nos détenus aussi. Et je tiens à signaler que l'un des détenus justement de Farhounen a été libéré bien après les fameux 24 détenus. Donc seulement il n'a pas été médiatisé, donc il s'agit de Missahel Hamid qui était enseignant à l'époque. Alors pour le reste, il y avait un sentiment, à ce moment-là, un sentiment extraordinaire, un sentiment qui était... au début, les gens avaient peur. Parce que c'est pas la même chose, la mobilisation dans un village, c'est pas la même que dans l'université, parce que dans un village, on est très vite repéré. On n'est pas noyé dans la masse. Donc on est très vite, et au début effectivement il y avait des hésitations, et par la suite on a vaincu, les gens ont vaincu la peur, et c'était la mobilisation générale, y compris les femmes, les you-you, etc. Et ça nous gonflait de courage, et on sentait qu'il y avait quelque chose, un virage, un tournant historique. Et l'histoire allait nous donner raison. Pour ce qui me concerne, le plus clair de mon militantisme dans le MCB, je l'ai passé à l'université, donc les années après. Et je garde aussi des souvenirs extraordinaires, tous les débats d'un très très haut niveau autour d'intellectuels algériens comme Mamri, Yassine, Mimouni. Et puis donc l'université à cette époque-là était, on appelait le territoire libéré. Donc c'était un terrain où pouvaient s'exprimer toutes les voix qui subissaient la censure, l'interdiction du régime.
L'université est ouverte aux activités culturelles. Donc on a vu le passage de la troupe de Blabès, de Kateb Yassine, de Debza, tous les artistes, tous les poètes étaient invités librement à intervenir, à s'exprimer à l'université de Tizi Ouzou. Pour faire un bilan assez consistant, je pense qu'il faudrait un véritable travail d'enquête auprès aussi bien des différents acteurs, surtout les acteurs qui sont restés au pays, ce qui n'est pas mon cas depuis bientôt une dizaine d'années. Moi, ce que je retiens en termes de bilan, ce sont plusieurs aspects. Donc, il y a des aspects positifs, indéniablement. Au premier desquels, je situerai le fait que la question berbère ne soit plus une question taboue. Parce que si on revient un peu en arrière, si on revient donc avant 80, il faut rappeler aussi le fait que la question berbère était une question taboue justement, une question qui était réprimée, non reconnue par l'institution. Donc c'est ce passage, au domaine public qui me semble être fondamental. Donc il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect fondamental également, c'est le fait que la mobilisation n'a jamais cessé depuis 80. Donc ça aussi, c'est très important, ce qui veut dire que la question berbère, que la question de la revendication berbère a été installée dans la durée. Jusqu'à nouvel ordre, ça n'a pas été démenti. Sinon, sur un plan plus concret, il y a aussi indéniablement des acquis positifs, parmi lesquels je placerai au premier niveau la création des 2 départements de langue et culture amazigh de Tizi Ouzou et Béjaïa. Ce sont des acquis très importants, fondamentaux et qu'il faut encourager, et avec le souhait bien sûr que ces institutions se développent et puissent s'aimer partout dans le pays. Il y a malheureusement des aspects négatifs, mais ça, ce n'est pas du tout pour faire le procès ni du mouvement ni des acteurs, mais ce sont des choses qui appartiennent à l'histoire et qu'on retrouve dans tous les mouvements à travers le monde. Donc aspect négatif, il y a le fait que le mouvement n'a jamais été organisé de façon sérieuse sur la longue durée. Donc un problème d'organisation. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour jeter la pierre à quiconque, surtout que dans la conjoncture que nous connaissons depuis une dizaine d'années, les choses sont loin d'être faciles pour faire un travail d'organisation à long terme. Il y a aussi le fait que c'est très facile à percevoir depuis 10, 15 ou même 20 ans, le fait que la question berbère soit devenue en quelque sorte une sorte de fonds de commerce pour beaucoup de gens, beaucoup de groupes, etc. Donc un fonds de commerce au sens propre du terme d'une part, avec des perspectives, avec des intentions lucratives, indéniablement. Un fonds de commerce également sur un plan politique, dans la mesure où la mobilisation populaire justement peut attirer et a effectivement attiré des appétits de toutes sortes, des appétits politiques, et il y a des personnes, des groupes qui s'en servent pour essayer de manipuler, de récupérer, et bien sûr au détriment de la revendication elle-même. Donc ce sont, voilà un peu comment je vois le bilan. Donc c'est un bilan effectivement qui est mitigé. Donc il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Ce qu'il faudrait faire bien sûr, c'est essayer de consolider la partie positive du bilan et attirer l'attention des différents intervenants, de la population de Kabylie principalement, mais de la population algérienne au sens large et même maghrébine, puisque la question berbère touche aussi des pays comme le Maroc, comme le Mali, le Touareg, etc. Donc appeler à la vigilance pour faire en sorte que la revendication puisse continuer dans une bonne direction. L'avenir, je pense qu'il appartient aux populations concernées avant tout de le définir. Je me vois très mal en train de dicter des consignes ou des choses à faire. Je pense qu'il appartient aux populations, surtout aux populations qui sont sur place, aux jeunes principalement, de faire le bilan d'une part
et d'essayer d'entrevoir donc les formes que pourrait prendre l'avenir. Ceci dit, on peut toujours évoquer certaines pistes. Moi, tout d'abord, je vois un travail d'organisation qui devrait être repris essentiellement par les jeunes. Parce que depuis 20 ans, il faut reconnaître que l'encadrement du mouvement berbère a vieilli, donc aussi bien en termes d'âge qu'en termes de perspective peut-être, et aussi, malheureusement, il y a des acteurs de cette mouvance qui ont été récupérés par les différents pouvoirs. Donc il appartient aux jeunes de redresser la barre en matière d'organisation, de structuration, et ensuite de créer le débat qui puisse permettre d'entrevoir les formes de cet avenir. Donc ça, c'est en termes de perspective générale. Il y a aussi un aspect fondamental, c'est vrai que la situation sécuritaire, surtout en Algérie, ne le permet pas pour l'instant. Mais à moyen terme, on pourrait envisager, par exemple, une consolidation des rapports entre les différentes communautés berbérophones, donc des contacts qui soient les plus denses possibles entre les berbérophones d'Algérie, les berbérophones du Maroc, les berbérophones qui appartiennent au monde touareg, donc aussi bien algériens, nigériens que maliens, et aussi bien sûr la diaspora berbère qui vit à l'étranger, principalement en France. Donc rétablir tous ces contacts, les rendre plus denses, plus réguliers, pour permettre justement d'entrevoir un avenir qui soit plus ou moins commun à toute la communauté berbère, qui est répartie, comme vous le savez, sur une dizaine de pays. Bien sûr, sans essayer d'imposer une hégémonie, quelle qu'elle soit. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les Kabyles ont tendance à imposer leur point de vue aux autres groupes berbérophones. Il faut aussi que les Kabyles, surtout, il y a un devoir de modestie à l'égard des autres communautés. Il faut respecter les autres communautés, parce qu'il y a des communautés qui, par exemple, tiennent plus à la religion que d'autres, etc. Donc, essayer surtout de travailler sur la base de ce qui nous unit et non pas de ce qui fait la différence des uns et des autres. Il faut apprendre à travailler avec les gens et non pas contre les gens. Donc, c'est l'un des axes principaux que je vois. Donc, un travail entre les différentes communautés berbérophones en matière d'organisation, de débat, d'échange, de discussion et de perspective. Il y a aussi bien sûr l'immense travail qui nous attend dans les domaines de la langue et de la culture en général. Et, principalement, je pourrais évoquer trois axes qui me paraissent essentiels. Ce qui a rapport à l'écriture, donc essayer de stabiliser l'écriture, ce qu'on appelle habituellement l'orthographe. C'est une question qui est encore assez ouverte. Là aussi, il faut être tolérant en matière de choix alphabétique, par exemple. Nous avons actuellement trois systèmes d'écriture: l'écriture à base latine, le tifinaire, les caractères arabes qui sont utilisés par exemple au Maroc et aussi par les Mozabites. Il faut être tolérant à l'égard de ces différents systèmes d'écriture. Donc essayer de faire un travail de stabilisation progressive des systèmes de notation. Je dis bien des systèmes au pluriel. Ensuite, il y a tout le travail qui concerne le lexique. Le lexique berbère, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de détailler ici, présente des lacunes. Donc, il s'agit actuellement d'arriver à moderniser le lexique berbère, à créer différentes terminologie technique pour que le berbère puisse accéder à l'expression moderne dans tous les champs d'intervention possibles. Donc un travail sur le lexique, et là aussi le travail sur le lexique doit concerner tous les berbères, et principalement des chercheurs et des pédagogues, et pas seulement des amateurs comme on le constate, comme on le vit depuis une cinquantaine d'années. Et un troisième volet de ce travail linguistique et culturel, c'est le volet pédagogique. Le volet pédagogique, le terrain est presque vierge, donc il faut arriver très vite à élaborer des méthodes d'enseignement de la langue, d'enseignement de l'orthographe, des manuels pédagogiques faits sur des bases sérieuses, parce que là j'ouvre une parenthèse, il faut reconnaître que depuis très longtemps
longtemps, enfin depuis plusieurs décennies, même ce terrain de la production culturelle et scientifique est occupé donc aussi bien par des berbérisants qualifiés, mais aussi malheureusement par des amateurs et parfois par de véritables prédateurs de la langue et de la culture. Donc il faut mettre un haut là à cette façon de faire, qui est en fait une façon de faire méprisable à l'égard de la langue. Donc il faut que ce travail de normalisation, de stabilisation, de rédaction, de manuels pédagogiques soit fait avant tout par des pédagogues qualifiés, des linguistes, des psychologues, pour que le travail soit à l'auteur des exigences. Qu'il retrouve la paix, le travail, la créativité, qu'il retrouve le rire, ça, qu'il retrouve l'envie d'exister, le futur, ça justement, avec de l'espoir devant. Et que les Algériens aussi trouvent des points d'unité, qu'ils s'unissent, parce qu'on est divisés. On le sait, on n'en parle pas, c'est un tabou, mais que les Algériens fassent leurs efforts pour qu'ils deviennent un vrai pays uni. Et dans la différence.